Bonjour à tous, ça va? Merci d'être présent pour assister à cette conférence que j'ai intitulée Elasticsearch Data Streams, un condensé de bonnes pratiques pour vos données temporelles. Je sais, vous avez faim, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, dans notre société moderne, il y a des données partout. Vous en avez dans votre téléphone, dans votre laptop, dans votre montre, dans votre pacemaker peut-être. Bon, je vous le souhaite pas. Et les données, elles peuvent être temporelles. Moi, c'est quand je prépare des sujets de conférence, généralement, j'y connais rien. Et à la fin, non plus, mais ça, c'est pas très grave. Mais au milieu, du coup, je vais chercher sur Wikipédia. Qu'est-ce que c'est une time series, donc une série temporelle? À Wikipédia me dit c'est une série chronologique. C'est une suite de valeurs numériques qui représente l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps. Ok, bon, je suis reparti avec ça. Et je me suis dit, moi, plutôt, c'est quoi une time series, de mon point de vue? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les données d'une time series? Elles sont toutes horodatées, ça veut dire qu'elles ont une donnée temporelle. C'est beaucoup de petites données. Si on fait le parallèle avec la conférence qu'il y avait juste avant sur OpenTelemetry, c'est par exemple le temps de réponse de Web Service à un instant T. C'est une fois à 12h47, il a duré 37 secondes. Cette donnée, elle est immuable, elle va jamais changer dans le temps. C'était 50 millisecondes à 12h37, ça restera ça pour toute la vie. Généralement, elles sont éphémères, c'est-à-dire que l'information elle a de la valeur sur un certain temps, après on peut la mettre à la poubelle. Elles ont très peu de valeur atomiquement, donc toutes seules, par contre, elles ont une forte valeur analytique. L'intérêt, c'est peut-être de faire des moyennes là-dessus, de faire des tendances, des évolutions, des diminutions, ce genre de choses. Ça permet de répondre à des questions comme quelle a été la température moyenne par heure des quartiers piétons des 10 derniers mois. J'aurais pu mettre la température moyenne par heure du hall où il y a tous les exposants, c'est-à-dire 100 degrés. C'est constant, ça, sur le Devox, il fait très 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 chaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire les time series? On a énormément de petites données, c'est des gros gros volumes. Comment on va faire pour les requêter efficacement? Est-ce qu'on a des suites logicielles qui peuvent nous aider à faire ça? Spoiler écrit en haut à gauche, en bas à gauche, pardon, comme ça là. Comment on va pouvoir exposer nos données? Doit-on les purger? Et comment est-ce qu'on fait pour scaler dans tout ça? Avant d'essayer de répondre à ces questions, on est ici au Devox, c'est cool. Big up à eux. Un gros merci à tous les organisateurs, à tous les orateurs et à tous les sponsors, sans qui l'événement ne serait pas possible. Un big up pour vous, les participants, sinon c'est dommage de faire des confs où il n'y a personne. J'ai regardé cette illustration qui est très belle, en passant, et surtout j'ai vu qu'il y avait un mec qui courait. Je me suis dit, let's go, on va faire pareil. Pour moi, c'est un drôle de mois d'avril qui commence, parce que là, je suis là à Devox, discuter devant vous, donc ça y est, en ce moment, c'est cool. Et dans 4 jours, je vais tenter de courir mon premier marathon à Nantes, chez Seb. Et j'ai l'impression que c'est pas évident cette histoire. Qui je suis? Moi, je m'appelle Maxime. Je suis de Rennes, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle CodeWithUs. Moi, je suis consultant back-end dans le monde Java et Elastic, évidemment. Et je suis formateur sur ces sujets, Spring, Elastic, ce genre de choses. La Bretagne, ça vous gagne. Évidemment, j'ai ramené mon petit Gwenadu. Je voulais pas le transporter, c'était un peu chiant, mais du coup, le voilà. Profitez-en, elle est belle. Il s'appelle Hermining, le petit. Le marathon, c'est quoi? Il faut courir longtemps, ça a l'air dur. Donc, pour éviter de finir comme ce monsieur, qui a l'air bien plus affûté que moi en passant, il me faut un plan. Quel est ce plan? Il me faut une application pour tracer toutes mes données et pour révolutionner le monde du running. L'ambition derrière, elle est simple. Certes, c'est faire un super marathon, mais c'est surtout faire un maximum d'argent après en revendant ma solution. Il y a plein de solutions qui existent, Garmin, Strava, ce genre de choses, mais pour quelqu'un de mon level, c'est pas du tout suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes ces données-là, de Strava, je les cite quand même, je vais les indexer dans Elasticsearch, là ça y est, on en parle, et je vais pouvoir créer un magnifique dashboard dans Kibana qui va révolutionner le monde du running. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits mots qu'on utilise là? Le son coupe, c'est bizarre. Peut-être que je bouge trop. Il y a Elasticsearch qui est au fait qui est le cœur d'une suite logicielle qu'on appelle la suite Elastic, Elastic Stack. C'est la solution historique, c'est le moteur de recherche, le moteur d'indexation qui va permettre d'indexer les données et de servir ces données-là pour pouvoir requêter dessus. On a Kibana, moi j'appelle ça l'application compagnon, qui va permettre, avec des gros guillemets, de visualiser ces données et un milliard d'autres choses maintenant. Et on avait historiquement dans la stack Logstash, l'ETL qui permet de prendre les données et de les modifier, les supprimer, ce genre de choses. On parlait souvent, avant 2015, de ELK. Certaines personnes utilisent encore ce magnifique trigramme, mais c'est la base de cette suite. On parle maintenant plutôt de suite élastique. Voici la magnifique application Wish Strava que j'ai réalisée pour m'aider à révolutionner le monde du running.
Je l'ai faite en indexant des données dans Elasticsearch, et du coup des données de type time series. Hop, la voici. Et elle me permet de suivre en fait mes données d'entraînement. Pour faire un magnifique marathon, elle me permet de typer mes types de sorties que j'ai fait, donc mes sorties de course à pied, c'est ce qui nous intéresse. Donc j'étais quand même à 100 mètres, c'est un hasard total de faire le nombre de kilomètres du diable. Si avec ça je réussis pas le marathon, c'est chaud. Elle me permet d'avoir ma cadence moyenne sur mes sorties et également la topologie de mes sorties sur le nom. Donc là j'ai un petit champ de recherche, peut-être que je peux chercher sur toutes mes sorties où j'ai fait des 2000. Donc c'est des kilomètres, c'est 2 kilomètres en fait. Ok, j'en ai fait un certain nombre, à certains intervalles, c'était dans mon plan d'entraînement. Ok, c'est bon, je suis armé. Grâce à ça, j'ai ma fréquence cardiaque, je sais que tout va bien se passer pour le marathon. Si on va un petit peu plus en détail sur chaque élément, on voit que dans mon dashboard là, j'ai fait ce qu'on appelle une gauge. Une gauge, c'est une gauge quoi. Et comment ça se traduit d'un point de vue Elasticsearch? En fait, derrière, c'est une visualisation Kibana qui derrière produit une requête qui va cibler les données d'Elasticsearch. Cette donnée, si on regarde ici, là, on voit que c'est une agrégation de type moyenne sur un champ. Donc là, moi, j'ai déjà un champ agrégé dans Strava, mais peu importe. La traduction technique de cette visualisation, c'est cette agrégation, donc une recherche sur un index où j'ai mis mes données, et ça me produit un résultat. Donc en bas, en bas ici, vous voyez que c'était 84. C'est divisé par 2 dans Strava pour les coureurs. Hop, je vais zoomer un petit peu. Tout ceci est possible car j'ai indexé toutes mes données là dans un index Elasticsearch que j'ai fait vraiment en fermant les yeux. J'ai vraiment codé ça comme ça dans mon canapé. J'ai vraiment pas du tout pensé à la configuration de quoi que ce soit. Je vois que j'ai un index qui existe, je l'appelle Strava Maxime V1, et j'ai des documents dedans. Très bien. Dessus, je peux faire mes agrégations, donc ma fameuse moyenne. Donc j'ai le résultat, là, 84.7. Pour cette moyenne, donc là, on est sur une agrégation sur une donnée de type numérique. Et je peux faire la même chose pour la petite pie chart, je vais aller un peu vite au début, mais sur le type d'activité, sur une donnée de type textuel. Donc là, je fais une autre agrégation qui s'appelle terme, mais peu importe, sur le champ type, et ça me remonte des résultats. Pareil, c'est une agrégation, ça a l'air de fonctionner. Ça me permet de catégoriser mes documents, mes données de ma time series. Pourquoi en fait que ça marche directement? C'est juste génial. Moi, j'ai absolument rien fait si ce n'est juste indexer et faire 2-3 queries. Mais en fait, c'est la philosophie d'Elastic, là je parle d'un terme d'entreprise, qui permet d'avoir toujours dans toute leur stack des outils qui sont ready to use. C'est-à-dire ils implémentent un maximum de défauts, les défauts que 90% des gens faisaient dans leurs applications au final, un peu à la manière de Spring Boot par exemple. Il y a plein de défauts, il y a plein de guessing qui est fait pour vous, pour faire en sorte que 90% des use cases fonctionnent nickel. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va indexer le premier document, le document c'est votre donnée, dans un index, c'est l'endroit où on met les données, qui n'est pas connu par le système, eh bien il y a un index qui va être créé pour vous automatiquement. La grosse différence avec le monde par exemple relationnel, c'est que dans un monde relationnel, j'aurais dû créer mon schéma de base de données, mes tables de base de données, mes éventuelles jointures, mes index et tout le trilili. Là, tout est fait pour nous. Et je peux aller le voir. Si je récupère mon index, hop, on voit que j'ai une structure qui a été créée pour moi, qui s'appelle le mapping, et des settings, etc. Ça fait déjà 273 lignes de configuration que je n'ai pas fait moi-même. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, ça a l'air de répondre à mon besoin. Magistral. Il y a un petit problème à ça. C'est qu'en fait, les défauts, c'est bien, mais les défauts en production, pour une application comme la mienne qui va avoir un succès mondial, voire plus, ça ne va pas suffire. Il y a trop de raccourcis qui sont faits pour moi, et il y a des opérations qui sont faites en trop. Je m'explique. Pour gérer les champs de type texte, dans Elasticsearch, il y a quelque chose qui s'appelle les Dynamic Templates. Donc c'est là où il y a du guessing pour vous, qui vont permettre de créer automatiquement une double structure pour vos champs de type chaîne de caractères. Donc on va indexer la donnée 2 fois. Une fois dans un type texte analysé. C'est quoi l'analyse de texte? On verra ça plus tard. C'est ce qui vous permet de répondre en fait à des recherches full text à la Google. C'était l'exemple du 2000. Et ces données-là sont stockées avec des gros guillemets dans un index inversé. Et on va également les indexer une deuxième fois en type keyword, donc c'est la donnée brute. Donc là, ce sont des chaînes de caractères qui ne sont pas analysées. Ces chaînes de caractères-là,
vous permettre de faire des filtres sur des valeurs exactes. Un exemple qui parle à tout le monde, c'est par exemple sur des niveaux de log, info, level, warn, trace, ce genre de choses. On les connaît, on n'a pas besoin de faire du full text dessus. Et ça permet surtout de faire des agrégations sur des données de type texte. Ces données-là sont stockées, avec des gros guillemets encore une fois, 2 fois. Une fois dans les index inversés pour pouvoir tout de même les rechercher, et une fois dans les doc values. Mon petit pie chart, tout à l'heure, je vous ai fait une petite filouterie. C'est qu'en fait, j'ai fait mon agrégation sur type.keyword. C'est la deuxième représentation de ma donnée qui a été indexée. L'analyse de texte, juste pour bien comprendre, ça c'est du charabia de gens qui font de la course à pied. Les humains normaux, on connaît que dalle, ils ne comprennent pas, mais c'est normal. C'est une séance où j'ai fait un échauffement, après j'ai fait un 3000, un 2000, un 1000, séparés par 2 minutes de récup, et après une récup, une retour au calme. Si j'analyse avec l'analyseur standard d'Elasticsearch cette chaîne de caractères, je produis des tokens. 3000, 2000, 1000, etc. C'est cette magie qui va vous permettre ensuite de pouvoir rechercher uniquement sur 2000. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la logique des index inversés dans les moteurs de recherche. C'est pour vous à la maison, mettez-les dans votre poche. Quand on analyse les choses en keyword, du coup, en fait, on ne les analyse pas. Ce qu'on va avoir dans notre index inversé, c'est la chaîne de caractères en entier. Cette chaîne de caractères nous permet en fait de faire des agrégations. Si j'essaye de faire la même agrégation que j'ai faite tout à l'heure sur mon type.keyword, qui me donnait ma répartition en fonction de mes types de sortie, et ben là je me fais insulter par Elasticsearch. Mais il a raison, et je le prends hyper bien, c'est ça qui est plutôt cool. Il a raison, et il dit exactement ce que je vous disais avant, c'est que on ne peut pas faire d'agrégation sur des champs de type texte. C'est pas fait pour, il vous dit d'utiliser des keywords à la place. Pour tout un tas de raisons, on va pas s'épancher dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que en fait, ça a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense. C'est que certaines opérations du DSL ne sont pas du tout possibles si votre mapping n'est pas pertinent. Notamment les agrégations, c'est vraiment le cœur de ce sujet-là sur les time series, mais également des filtres, les opérations de géolocalisation, l'autocomplétion, vous pouvez le faire, on va dire, de manière artisanale, mais en vrai, dans la vraie vie, vous allez utiliser des champs typés correctement. Et en plus de ça, le mapping par défaut, il va vous créer du stockage superflu. C'est-à-dire que là, vous indexez 2 fois, voire 3 fois les choses avec les doc values, alors que vous avez peut-être besoin que d'une fois. Et ça alimente tout un tas de structures inutiles. Ce qu'il faut voir, c'est Laurent, je le remercie, qui m'avait pointé cette doc quand il avait relu cette conf, c'est que n'importe quel champ en plus dans votre mapping, il y a un overhead d'1 kilo dans la EP du datanode. C'est énorme. Ce qu'il faut voir, c'est que les mappings typiquement de metric bit, donc des outils bits de la stack élastique qui permettent d'envoyer des données, c'est genre 8000 propriétés. Si vous faites 8000 propriétés et que vous indexez ces trucs-là 3 fois au lieu de 1, l'overhead sur le système, il est gigantesque. Donc on a tout intérêt à parler. Je me disais, ça marchait trop bien, c'est bon. On a tout intérêt à penser à notre mapping pour enlever tout un tas de trucs superflus et de spécialiser nos propriétés avec vraiment ce dont on a besoin. D'un point de vue performance, sur des téraoctets de données, quand on fait du Elasticsearch, on n'est pas avec 100 mégas de données, hein. On est sur des téras, des pétas, on est vraiment sur des gros volumes. On a tout intérêt à spécialiser nos données dans notre mapping. Ok, ce qui est cool, c'est que on peut potentiellement modifier notre mapping. Le petit problème, c'est que ça ne va pas être rétroactif sur les données. C'est que tout ce qui a déjà été indexé est indexé dans les structures. Et du coup, on a besoin de les réindexer. C'est pas très grave, on est outillé pour le faire. Alors, du coup, faisons-le. Pourquoi attendre? C'est tout simple. Je vais créer ici un nouvel index configuré juste sur 2 champs pour vous montrer correctement de mon point de vue. Donc je crée sur name une double indexation, la même que le dynamic template text et keyword. Ça me permet de faire des agrégations sur name.keyword, mais également de faire du full text dedans. Et le type, je mets juste un keyword parce que je sais que je veux juste faire mon pie chart dessus. Je peux créer mon index et je peux réindexer tous mes documents de V1 dans V2. On est super content avec ça. Hop, mon index existe avec toujours le mapping. Tout le reste, il a gardé, les structures d'avant. Et je peux maintenant faire une agrégation sur le champ type, puisque c'est un keyword directement. Et je peux également faire une agrégation sur mon champ name.keyword. Et là, j'ai la répartition de mes sorties
avec leur nom. Donc j'ai fait 4 fois une séance que j'ai appelée EF, 3 fois un 75, 3 fois une course à pied dans l'après-midi, etc., etc. Ok, bah nickel, j'ai mon nouvel index, tout va bien. Je pense que je peux mettre en prod. Il n'y a pas un petit problème en fait dans ce truc-là? C'est que bah, moi j'ai fait ma petite map, je suis content, mais moi je fais le back-end. Bon là moi j'ai mon application à moi, parce que je pense que je peux révolutionner le running, mais je vais l'exposer aux autres pour faire un succès encore plus gros. Mes consommateurs à moi, bah, en fait c'est vous. Vous pointiez sur Strava Maxime V1, vous êtes déçus, parce que j'ai changé le nom. Maintenant c'est Strava Maxime V2. Donc vous devez faire aussi une map. Et du coup, mon petit doigt me dit qu'en plus d'avoir faim, maintenant vous n'êtes pas content. Vous devez vous faire une map dans votre logiciel pour consommer mon nouvel index. Étant confiant moi sur la réussite de mon application, je m'en fiche de vous. J'ai besoin par contre de scaler, parce que je vais avoir un succès énorme. Donc parlons un petit peu de cluster Elasticsearch. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un cluster Elasticsearch, c'est plusieurs nœuds qui communiquent entre eux sur un même réseau. Dans ces nœuds, on va stocker, encore une fois avec des gros guillemets, des index. Les index, c'est l'endroit où on a notre donnée, et nos données sont fragmentées, partitionnées dans des unités qu'on appelle des shards. S'il y a un truc à retenir dans Elasticsearch en termes de performance, c'est que l'unité qui nous intéresse, ce sont les shards. Ce sont eux. Shards, il faut comprendre derrière Apache Lucene, moteur d'indexation, pour faire simple. Et c'est cette unité-là qu'on va vouloir tuner et jouer sur les performances d'un point de vue développeur. Qu'est-ce qu'elles ont comme propriété, ces petits shards? On en a deux grandes catégories. Les primaires, qui vont nous permettre d'assurer la scalabilité horizontale. Donc je vais répartir la donnée de mon index sur plusieurs nœuds, classique des solutions distribuées, pour pouvoir distribuer mes traitements, profiter des ressources CPU de tous les systèmes, super cool. Des réplicas, qui vont me permettre de faire la fault tolérance, qui elles vont plutôt me permettre de distribuer les requêtes de lecture en entrée, à la round robin. Et on a des précaux de sizing. Pour les données de type time series, on a envie que qu'un shard fasse à peu près entre 10 et surtout la limite qui nous intéresse, 50 gigas de données. Dans le monde Elasticsearch, les shards souffrent de ce qu'on appelle le data starving, donc c'est la famine de données. On a besoin d'avoir des données dans nos shards, surtout sur du full text. Sur les time series, il y a une limite qui est plus haute, c'est 50 gigas pour avoir les performances optimales par shard. Ok. Un petit tip aussi à la maison, c'est que vos data nodes savent gérer environ à peu près 20 shards par giga de HEP qui leur sont alloués. En termes de configuration, les réplicas, donc ceux en bas à gauche, sont modifiables. Par contre, les primaires ne sont pas modifiables. Ok. Là, on a nos petits shards secondaires. Donc là, j'ai mis un réplica. Donc ça veut dire un réplica pour chaque shard primaire. Et bien, vous voyez que pour le P0, donc le primaire 0, j'ai un réplica 0 qui est sur un autre nœud. Ça me sert à quoi? Si le nœud 1 il tombe, hop, j'ai de la donnée autre part. Et en plus, j'ai une unité du 0 en plus qui me permet de répondre aux requêtes de lecture. Ok, ça y est, mon application fait un succès. Wish Strava est au top des trends. Je sais que je vais avoir très rapidement 150 gigas de données dans mon index. Du coup, ce que je fais, je suis quand même vachement aussi calé en mathématiques, c'est que du coup, ça fait 3. Ça fait 3 charts de 50 gigas. Et bien, faisons-le. Je vais pouvoir modifier mon index Strava Maxime V2 et passer mon nombre de shards à 3. Oh non, c'est vrai. Je peux pas faire ça en fait. J'ai pas le droit de modifier mon nombre de shards primaires. Bon bah merci de m'avoir écouté, du coup c'est un peu décevant. Je suis bloqué? Bah non en fait je vais créer un nouvel index, c'est pas très grave. J'ai plus d'un tour comme mon sac, comme disaient les autres. Donc je vais pouvoir créer... Pourquoi je le retrouve pas? J'avais tout bien préparé. Oh là là, il fait n'importe quoi. Hop. J'aurais pu l'écrire, je serais allé plus vite j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave. On va le créer. Je vais pouvoir créer du coup, hop, un nouvel index, hop, avec des settings, donc c'est ça qui nous intéresse dans cet exemple. Là, je mets mon nombre de shards, pas du tout. Hop.
ici à 3. Et dans l'idée, il faudrait que je récupère aussi le mapping, puisqu'on a travaillé depuis quelques mois dessus quand même, hein, pour arriver à ce mapping. C'était difficile. Hop, je crée mon index et je vais réindexer V2 dans V3. Let's go. Donc là, c'est bon. Là, je suis paré parce que j'ai mon mapping qui est nickel et je sais que j'ai mon bon dimensionnement de sizing de shard pour le tuning des perfs. Top, je vais pouvoir me concentrer sur où est-ce que je vais placer tout l'argent que je vais gagner. Ah bah non. J'ai l'impression que j'ai refait un peu la même connerie là. C'est que là, je viens de rechanger mon nom d'index. Et du coup, là, vous qui consommez vos API, vous êtes vraiment déçus et vous êtes vraiment pas content. Et là, pour le coup, je vais essayer de m'occuper de vous et faire en sorte que vous passiez de cette tête moyennement satisfaite à cette tête de joie et de succès. Et je vais utiliser pour ça les alias. Les alias dans Elasticsearch, ça, des alias en fait, ça porte très bien son nom. Ça va cibler un ou plusieurs index et c'est les consommateurs. Enfin, moi, je vais définir un alias et je vais vous l'exposer. Et vous allez toujours pointer sur mon alias que je vous expose. Toujours. C'est-à-dire que moi, derrière, je peux faire toutes les modifications internes que je veux. C'est complètement transparent. Et je peux réindexer mes données, je peux changer mon mapping, je peux faire tout ce que je, tout ce que je veux. Vous, par contre, vous utilisez tout en alias et tout est indolore de votre côté. Ok, on est cette fois bon pour de vrai. On a un mapping au top, on respecte les bonnes pratiques de sizing niveau sharding, on a mis notre alias en place. Let's go pour ingérer toutes les données. On a des données qui arrivent, beaucoup. Le succès est incroyable, beaucoup, jusqu'à ce que un petit chat arrive et badaboum, c'est la donnée de trop. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon système là? En fait, il y avait une petite bombe depuis le début qui était planquée. C'est qu'encore une fois, les primaires sont non modifiables. Je m'étais dit que j'allais avoir 150 gigas de données dans mon index. Mais en fait, là, j'ai bien plus. Là, je peux arriver à 200, à 300, à 500. Et là, mon système, il n'arrive pas à s'en sortir. Il y a trop de données dans mes shards. Les performances se dégradent. En termes de scalabilité, du coup, en fait, là, j'ai l'impression qu'on est un peu zéro. C'est qu'en fait, qu'on ne scale pas du tout. C'est du scaling hyper à froid. J'ai besoin, comme depuis le début, de créer des nouveaux index. Mais j'ai quand même compris que c'était un peu douloureux pour tout le monde. Et j'ai besoin de créer des nouveaux index que je vais enregistrer dans mon alias automatiquement. Mon nouvel index que je crée, donc là ce sera le V4 en l'occurrence, il deviendra mon index d'écriture. On sait faire ça avec les alias. isWriteIndex. On garde tous les anciens qui sont utilisés qu'en lecture, en read-only. Du coup, j'expose toujours toute ma donnée. Ça me permet de scaler. Ok, tout va bien. Cette stratégie, en fait, elle existe déjà depuis très longtemps dans tous les outils qui gravitent autour d'Elasticsearch, notamment dans Logstash. Ceux qui ont déjà fait Logstash, vous avez déjà vu ça 1 milliard de fois. On crée des index typiquement pour les logs, l'exemple de base, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, en fonction de votre business et de votre volumétrie. Par contre, ça veut dire quelque chose. C'est qu'à un moment donné, il y a un facteur. C'est que toutes les X unités de temps, je vais devoir créer mon index. Mais cet index, qui sait comment bien le créer? C'est moi, c'est pas votre outil à vous. Je dois le créer avec les bons mappings, on a vu, sinon je vais indexer 1 milliard de fois les bons trucs, et ça se trouve même rendre des opérations impossibles, et avec les bons settings pour avoir mon 3 shards primaires. Et comment je fais ça? Je le crée tous les jours à minuit? Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est d'accord pour le faire, bravo déjà, d'une, mais j'en doute. Et en plus de ça, c'est pas viable. Est-ce qu'on le script? Ouais, ça paraît un peu bancal. Est-ce qu'on met ça dans Ansible ou dans une autre solution? Ah, je sais pas non plus. Ça me paraît pas une très bonne idée. N'y aurait-il pas quelque chose dans la boîte à outils d'Elasticsearch nous permettant de faire ça? Bien sûr que si. Ça s'appelle les templates. Les templates d'index, ça répond exactement à cette problématique. C'est de définir une structure, un squelette d'index, qui sera utilisé automatiquement dès qu'un nouvel index qu'on ne connaît pas arrive dans le système. Donc dès qu'une nouvelle donnée arrive dans un nouvel index inconnu, si cet index respecte l'index pattern ici, donc Strava-maxime quelque chose, alors il va utiliser ma configuration que j'ai définie. Donc on peut définir l'alias, donc j'enregistre automatiquement dans mon alias et je définis mes settings, mon nombre de shards, mon bon mapping, etc. Est-ce que vous devez utiliser les templates dans votre système, quel que soit votre besoin fonctionnel? Oui, je vous le recommande très fortement. Ça me plaît qu'à moitié en fait cette histoire. C'est mieux,
c'est mieux qu'avant, on est d'accord, mais c'est pas encore au top. La création des nouveaux index est votre responsabilité encore. C'est vous, en amenant la donnée chez moi, en m'envoyant vos données de running, qui vont créer des nouveaux index chez moi. Ça devient votre responsabilité. C'est chiant. Donc là, la donnée d'aujourd'hui, si c'est David qui envoie le premier document, c'est lui qui crée un index. Ça me plaît moyen. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs appelants? Qui c'est qui a raison? Si vous avez dans votre système, imaginons une centralisation des logs, vous avez 45 applications, c'est qui l'application qui crée l'index? C'est pénible. Est-on sûr que notre volume de données il est linéaire? Est-ce qu'on est sûr qu'on aura 150 gigas de données par jour, par mois, etc. Ben non. À Rennes, il y a une grosse boîte qui s'appelle Ouest France. Son activité, elle n'est pas du tout linéaire. Quand il y a les élections, par exemple, ça fait badaboum le nombre de trafic sur les plateformes. Donc on n'est pas encore optimal. Ben, c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose dans la stack élastique qui nous permet de gérer le cycle de vie de nos index. La réponse est oui, ça s'appelle les ILM, l'Index Lifecycle Management. C'est une API qui va permettre de gérer ça. Ça gère le cycle de vie de vos index. On va spécialiser certains nœuds dans notre cluster et ça va nous permettre dans un premier temps d'optimiser les ressources. Il y a des opérations de transition et on utilise des topologies de nodes, hot, warm, cold, frozen. C'est ce qu'on appelle la hot, warm, cold architecture, c'est-à-dire de spécialiser des nœuds dans notre infra en fonction de leurs ressources système et généralement de leur prix. On va dire que notre donnée va rester, imaginons, une semaine dans des nœuds qu'on appelle chauds. Les nœuds chauds, ils ont la max de CPU, la max de RAM, la max de facture. Ils coûtent extrêmement cher. Par contre, ils nous permettent d'avoir la donnée en 50 millisecondes. Ça, c'est top. Ensuite, au bout d'un certain temps, on peut envoyer les données dans une zone tiède, qui est moins performante mais qui coûte moins cher, une zone froide, etc., jusqu'à arriver à la phase de suppression. Allons faire un tour dans les... Hop là. Dans Kibana, où on peut gérer ces choses-là. Dans les Lifecycle Policies, vous pouvez créer une nouvelle policy si vous avez envie, et vous avez directement vos phases. Donc là, par défaut, tous les nœuds sont dans la phase chaude, la phase estimée la plus performante. Mais vous pouvez définir, au bout d'un certain temps, au bout de 2 jours, de passer dans une zone tiède. Hop. Ce qui est cool avec Elastic et Kibana notamment, c'est qu'à chaque fois que vous faites des choses dans Kibana, il y a un moyen de trouver... Moi, j'aime pas trop les clicodromes. Vous avez moyen de trouver la requête qui va être générée, vous permettant d'avoir la requête de création de cette policy, de l'automatiser, de la scripter dans les outils que vous voulez. Donc là, je pourrais faire ça et créer 2 phases dans mon cluster. Il y a un giga problème avec ça, c'est que si vous avez bien suivi, ça ne répond pas du tout à la problématique. On ne crée pas du tout des nouveaux index. Là. On est en train de déplacer notre donnée sur d'autres nœuds. Ce n'est pas du tout le besoin qu'on avait besoin. Le besoin qu'on avait besoin. Intéressant. Et encore quelque chose qui est encore plus dommage pour moi, c'est qu'encore une fois, le critère de switch, de déclenchement de l'opération, il est temporel. C'est au bout d'un certain temps qu'on va bouger cette donnée. Du coup, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les Lifecycle Policies, il y a une option qui m'intéresse. Cette option, c'est ce qu'on appelle le rollover. Et le rollover, c'est la fonctionnalité qui vous permet de répondre à la fameuse problématique de création des index automatiquement. Je ne vous l'avais pas montré, mais ici même, vous avez directement les rollovers. Et les rollovers, qu'est-ce que ça vous dit? Ça dit que ça va créer automatiquement un nouvel index quand des critères sont remplis. Quels sont ces critères par défaut? Soit votre donnée fait 30 jours, ou bien 50 gigas. Lorsque un de vos shards primaires atteint la volumétrie de 50 gigas. J'ai l'impression que ça dit exactement ce que je disais au début de la conférence. Donc je suis en raccord avec Elastic et Kibana. C'est plutôt cool. Vous pouvez évidemment ne pas utiliser les défauts et faire ce que vous voulez. Est-ce que c'est uniquement la taille de vos shards? Est-ce que vous avez également un critère temporel pour la création de vos nouveaux index? Ça peut être le nombre de documents, ça peut être l'âge, la taille de l'index et non pas du shard, etc. Donc si je crée cette lifecycle policy, une petite requête ici là, avec un rollover sur un max primary shard de 50 GB, automatiquement, les données qui sont ciblées, les index qui sont ciblés par cette policy, en fait, on va avoir des nouveaux index qui vont être créés. Et évidemment, il faut lier tout ça à notre template qui va mettre dans l'alias avec le bon mapping, les bons settings. Je pense que vous avez compris le fil.
OK. Cette fois-ci, je pense qu'on est vraiment bon pour de vrai, si on reprend toute notre histoire. Vous avez un mapping au top. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Ça vous a permis d'économiser le coût de stockage pour chaque propriété de votre mapping, qui peuvent être très gros. Ça vous permet également d'utiliser les bons types pour bien analyser vos données, les bons types de données pour faire les agrégations, enfin tout bien faire d'un point de vue, là on est plutôt d'un point de vue développeur. Vous avez respecté les bonnes pratiques de sizing, c'est-à-dire que vous n'avez plus dans votre index total, dans votre cluster, des shards de 70-100 gigas, qui sont des volumétries trop élevées pour Elastic. La reco, c'est 50 max. Vous avez mis des alias en place. L'alias vous permet d'exposer déjà vos données, votre point d'entrée à des applications tierces, à des API, des collègues, peu importe, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en dessous sans jamais les impacter. Donc là, c'est plutôt cool. Et l'alias va vous permettre de faire ce que je viens de dire, donc c'est plutôt pas mal. Le template, qui vont permettre de créer automatiquement, c'est pas ça qui permet de créer automatiquement une nouveau index, mais qui va vous permettre de, lorsqu'il y a création automatique de nouveaux index, d'avoir automatiquement le bon mapping que vous avez défini au-dessus et les bons settings. Le rollover, qui lui permet de créer les index automatiquement en fonction d'un critère, et l'ILM, l'Index Lifecycle Management, qui vous permet, si vous avez envie, de mettre en place de la outbound call architecture. On la prend dans l'autre sens. On a l'ILM qui permet de définir une policy, qui nous permet de mettre en place du rollover, qui nous permet de créer automatiquement des index qui pointent sur le template. Dans ce template, vous pouvez positionner automatiquement le bon alias, avec les bons settings, donc les bonnes pratiques de sizing, et un bon mapping qui vous permet de faire ce que vous voulez et de la manière la plus efficace possible. Yes! Je pense qu'on est pas mal. Là, on va pouvoir aller en prod. Le petit problème de ça, c'est que c'est un petit peu fastidieux quand même. Il y a eu pas mal d'étapes. Et la probabilité, sans mettre en doute votre qualité, que vous en oubliez une, vous soyez un petit peu bancal au milieu d'une des opérations ou de prendre des petits raccourcis, est quand même relativement élevée. Fin de l'introduction. Bienvenue à la présentation Elasticsearch Data Streams, un condensé de bonnes pratiques pour vos données temporelles. Je suis Maxime, blablabla. Qu'est-ce que c'est les data streams dans Elasticsearch? C'est une fonctionnalité relativement récente. Là, on est en 8.13, je pense, actuellement. Peut-être la 14 s'il s'est passé des choses dernièrement, mais je ne crois pas. C'est une fonctionnalité qui arrive en version 7.9, donc on a une majeure d'écart, à peu près. Une data stream, ce que c'est quelque chose qui est constitué d'un ou de plusieurs index cachés. Ok. Les index sont générés automatiquement. Ok. Les index non courants sont read-only. Lecture seule. Ok. Une data stream se base obligatoirement sur un index template. Le template, qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, il contient le mapping et le settings, donc ça vous pouvez le réutiliser. Les documents indexés doivent tous avoir une propriété add_timestamp, donc qui est de type date. Donc on est sur des données de time series. Et elles partagent une opération importante, technique, c'est qu'elles ont un uptype égale create. C'est-à-dire que quand vous passez par la data stream, vous ne pouvez faire que des créations de documents. Ça, en vrai, c'est pas hyper vrai. Si vous êtes un petit filou, vous pouvez passer sur les index cachés et modifier votre donnée. Faire du rattrapage, ça peut être utile. Mais dans l'idée, dans l'esprit, on est sur des données immuables. Comment ça se passe? On a notre petite data stream, logs data stream. En fait, derrière, il y a 3 index cachés, dslogs, etc., etc. Ça, c'est issu de la documentation. Je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un schéma qui va être nul? Et non, en fait, je vais voler le leur. Par contre, j'ai pas mis les petits crédits. Normalement, je les mets. Derrière, il y a des index cachés. Le 1, le 2, le 3. Ils sont tous utilisés en lecture. Par contre, on écrit uniquement sur le dernier index. Ça a l'air bien les data streams. J'ai l'impression que ça fait écho à ma petite introduction. Comment on fait pour créer une data stream? En fait, le point d'entrée, c'est que vous êtes obligé de créer une lifecycle policy. Littéralement obligé. Du coup, vous créez votre petite lifecycle policy. Nous, ce qu'on a besoin dans notre système, c'est de mettre en place du rollover avec un rollover sur 50 gigas sur la taille du shard. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un shard primaire dans ma data stream atteint 50 gigas, j'aurai la création d'un nouvel index.
Et si on se rappelle ce que j'ai dit avant, du coup, bah, l'index, le nouveau, il devient celui où on écrit, et l'autre, du coup, l'index caché, devient celui où on va plus uniquement lire. Et on lit sur tous les index, tout le temps. Et si j'ai envie de spécifier une hot warm call architecture, vous pouvez, c'est totalement légitime. Pour la hot warm call architecture, c'est vrai que j'ai été hyper vite parce que c'est pas le propos, mais c'est typiquement ce qui est utilisé dans AWS S3 avec les buckets, avec les glaciers, ce genre de choses. C'est exactement les mêmes logiques. Vous pouvez même mettre vos données dans un bucket glacier dans la stack pour vraiment diminuer les coûts. Ok, donc là, si je crée ma lifecycle policy, je réponds déjà à 3 des critères. Bah, l'ILM automatiquement, puisque c'est ce qu'on fait. J'ai mon rollover automatique avec ma création de mes nouveaux index. Et j'ai mes bonnes pratiques de sizing, 50 Go pour mon shard. Ok, cool. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Ah, je dois créer un index template, c'est obligatoire. Ok, bah du coup, je crée un index template qui utilise cette policy. My lifecycle policy, c'est celle que j'ai créée juste ici. J'ai pas été hyper inspiré sur les noms. Et dedans, du coup, je mets ma configuration. Généralement, dans les data streams, on utilise des index monoshardés. On va toujours avoir un seul shard primaire puisque on va créer des nouveaux index régulièrement en fait, directement grâce au rollover. Et la pratique, c'est souvent de mettre des index d'un seul shard. C'est pas du tout grave en fait, parce que je le répète, mais ce qui est important dans Elasticsearch, ce sont les shards. Les index en fait, ce sont que des raccourcis vers vos shards. Ils portent une configuration, un mapping, etc. Ils portent des informations pour le nœud primaire du cluster qui va savoir comment utiliser toutes ces données. Mais ce qui est intéressant, c'est les shards. Qu'on utilise des index souvent monoshardés. Un nombre de réplicas, etc. Là, j'utilise la nouvelle, qui est moyennement nouvelle maintenant, mais component template, la nouvelle API permettant de créer des templates dans Elasticsearch qui vous permet de faire de la réutilisation de bouts de template. Et vous mettez dans un fichier vos mappings ou un bout de mapping, dans un autre un bout de settings, etc. Et vous pouvez combiner tout ça. Je pense qu'ils ont fait ça pour aussi leur utilisation interne, avec notamment tous les bits, avec leur mapping à rallonge et la réutilisation de toute une sorte de données. On crée notre index, ok, on est content. En faisant ça, du coup, pas notre index, pardon, notre template d'index, on a mis en place le template, trop cool, et on a notre mapping au top, puisque le mapping fait partie du template. On continue. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire après pour créer la data stream? De la créer. Un simple put sur l'API de création de la data stream et je peux créer ma data stream. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ici le my data stream, je ne peux pas mettre ce que je veux. Je suis obligé d'avoir un index template derrière qui match ce nouveau nom de data stream. Je suis vraiment obligé. On pourrait essayer de le faire. J'utilise le DevTools de Kibana. C'est un outil fantastique quand vous débutez, même quand vous débutez pas, dans Elasticsearch, qu'il y a toute l'autocomplétion, vous avez vraiment toute l'API qui est dispo, qui vous, pareil, ça vous permet de vous aider dans ce que vous développez autour du sujet. Donc si je fais une petite création de data stream, et je l'appelle Devox par exemple, je ne peux pas. Parce que derrière, je n'ai aucun index template qui est connu pour ce nom de data stream. Donc là, vraiment, le système vous oblige à mettre en place le template. Moi, je me rappelle d'un truc que je vous ai dit, c'est mieux que je me rappelle, c'est que dans mon template de tout à l'heure, il y avait l'alias en fait. Là, on parle plus d'alias. C'est chiant, et en plus, ça reste grisé sur mon slide, j'ai l'impression que c'est un coup monté. C'est là où est la révélation. C'est que en fait, la data stream, c'est votre alias. Et on peut voir les data streams dans Elasticsearch comme votre nouvelle API pour gérer vos alias, et même on va aller plus loin, comme vos nouveaux alias. Il faut voir ça vraiment comme vos nouveaux alias, sauf que pour la créer, vous êtes obligé de mettre en place tout ce que moi j'estime comme étant une bonne pratique quand on indexe des données dans Elasticsearch. Comment est-ce qu'on utilise ensuite cette data stream? Et de la même manière qu'un index ou qu'un alias classique. Exactement de la même manière. Vous pouvez y indexer des documents.
de manière unitaire, en utilisant, comme la plupart des gens, l'API bulk. Comme si vous utilisez des clients Java, JS, peu importe la techno, en fait derrière vous utilisez une API qui s'appelle bulk qui permet de faire des indexations de l'eau. Au lieu de créer 2000 fois un document, on va créer une fois 2000 documents. Pas tromper 1000 fois. Vous pouvez ensuite effectuer des recherches, des filtres, des agrégations, enfin bref. Tout ce que vous pouvez faire sur un index ou un alias classique. Il y a des choses en plus qui sont intéressantes. C'est qu'il y a une API qui permet de récupérer des stats sur la data stream, le nombre d'indexations qu'il y a eu, ce genre de choses. En gros, l'utilisation de votre data stream. C'est un peu plus poussé qu'un alias classique. Et toutes les opérations habituelles qui vous sauvent la vie, de réindexation, d'update by query, tout ça, sont également disponibles. De mon point de vue, les data streams, en fait, c'est pas révolutionnaire. C'est hyper réducteur. Et c'est pas révolutionnaire dans le sens où, de mon point de vue, ça juste vous oblige à utiliser les bonnes pratiques. C'est un cocktail d'outils existants et de bonnes pratiques. Les lifecycle policies, les templates, les mappings, les alias, etc. Donc tout ce que je vous ai raconté là. Et par contre, les data streams deviennent, voire sont, on va mettre au présent, je pense maintenant, la norme pour l'ingestion des données temporelles dans Elasticsearch. Donc tous les outils qui gravitent autour. Je pense les outils principaux qu'on a en tête, ce sont tous les bits, metric bit, packet bit, les bits, etc. Eh bien, maintenant, index vos données, pas dans des index, mais dans une data stream. Du coup, vous avez une data stream pour chaque type de bit. Comment ça marche metric bit au final? Puisqu'on a vu quand même qu'il y avait plein de choses à faire pour utiliser la data stream. Metric bit, quand vous allez le lancer la première fois, c'est pas vrai. Quand vous allez faire une commande avant de le lancer la première fois qui s'appelle setup, et c'est lui automatiquement qui va créer la data stream avec les bonnes configurations, les lifecycle policies, le bon template, le bon mapping, les bons settings, etc., etc. Quand vous démarrez ensuite n'importe quel agent sur n'importe quel host de n'importe quel PC chez vous, vous allez envoyer la donnée sans vous soucier de comment c'est géré derrière. Et on a directement toutes les bonnes confs. Donc c'est vraiment intégré direct dans les outils. Voilà pour moi. Il y avait déjà pas mal d'informations, je pense. J'espère que je vous ai donné envie d'aller découvrir ce qui se cache un peu derrière tout ça, derrière toutes les data streams. Qu'est-ce que ça veut dire, les lifecycle policy? Est-ce que je peux les utiliser dans mon contexte? Et surtout avoir fait un rappel sur 2-3 bonnes pratiques, notamment les alias et les templates, combinés au rollover, qui sont de mon point de vue cruciaux pour votre système en prod. Ça va vous sauver la vie un jour, je pense. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, il y a 2 minutes. Bonjour, merci pour la présentation. Si on a déjà en production toute notre configuration avec des index, etc., est-ce que vous conseillez de migrer vers les data streams ou finalement tout ce qu'on a déjà mis en place qui ressemblerait à exactement la configuration d'un data stream suffit? C'est une très bonne question, parce que c'est un truc que j'ai oublié de dire. C'est que si vous respectiez déjà toutes les bonnes pratiques, il y a une API qui existe qui vous permet de migrer vos alias directement en data stream. Donc si vous avez fait toutes les étapes intermédiaires là, avec les petits trucs là, donc si vous avez une lifecycle policy avec le rollover, un template, avec l'alias pour le coup, le mapping, etc., il y a une API qui permet de faire la migration. Donc oui. Les data streams, pour repréciser un peu le contexte, je conseille de les utiliser si vous faites de la donnée temporelle avec beaucoup de données qui arrivent tout le temps. Sur des contextes figés, type plus référentiel, etc., de mon point de vue, il n'y a pas d'intérêt. Si on n'a pas un besoin de créer des nouveaux index tout le temps à la volée, de mon point de vue, ça ne sert à rien d'aller sur les data streams. Les alias classiques sont suffisants. Bien, bon appétit. Ah si, il y a une question. Oh, comment tout le monde va t'en vouloir? Merci.
Donc là, vous avez bien condensé à la fin, et c'est bien la question, c'est quand même, est-ce qu'il y a des limitations aux data streams par rapport à ce qu'on peut faire habituellement, en dehors des contraintes que vous avez listées, et est-ce qu'il y a des choses en plus aussi, à part les stats, comment les infos statistiques que vous avez mentionnées? De mon point de vue, je dirais non et non, puisque c'est la même chose en fait. C'est la même chose, mais sauf qu'on a un cadre qui vous oblige à mettre les étapes intermédiaires qui sont souvent oubliées ou non connues dans les systèmes. Donc non, c'est la même chose, puisque derrière vos données, elles restent indexées dans des shards, et c'est ça qui est important. Donc, de mon point de vue, ou alors, à ma connaissance en tout cas, non. Cette fois-ci, c'est bon. Merci beaucoup et bon appétit.